Chaque été, ils sont des millions à transhumer vers un même lieu. Le sud de la France et sa célébrissime Côte d'Azur. Le bleu de la Méditerranée, la luminosité d'un soleil brûlant, de jeunes et faibles qui arpentent les plages, un cadre idyllique pour des vacances de rêve. Ici l'été, l'emploi du temps des touristes est bien souvent le même pour tous, un quotidien bien chargé. La mer, les baignades, le soleil. Petite partie de pétanque. Et la fête, surtout la fête. La Côte d'Azur, c'est aussi un immense terrain de jeu. Bar de plage. Le but, c'est de créer justement une ambiance un peu à la tropézienne. Tout le monde va danser, va s'éclater. Parc aquatique. 24 heures sur 24, on peut profiter de chaque minute de ses vacances. Pour veiller sur ces milliers de touristes, certains ont dû faire une croix sur leur congé. Pompiers, urgentistes, gendarmes. Là, on va partir sur une constatation de cambriolage. Tout l'été, ils restent en alerte. Là, apparemment, on part pour un blessé par arme à feu. À l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël, les patients s'enchaînent à un rythme effréné. Le personnel médical est sous pression. On fait des Tetris avec les brancards à longueur de temps, quoi. Ingrid, l'infirmière, va devoir gérer 2 fois plus de malades que le reste de l'année, dans des conditions compliquées. Il y a une violence que personnellement, il y a 18 ans, on ne l'avait pas comme ça, quoi. Les gendarmes sont eux aussi confrontés à des citoyens de plus en plus agressifs. Préparez un tonfa. Le major Michel va devoir garder son sang-froid face à un mari violent. Il est 19h, monsieur, vous êtes en garde à vue. Violence familiale. Quand on tape sa femme, c'est des violences familiales. Et comme c'est un délit, je vous mets en garde à vue. L'été, les gendarmes font tout pour protéger les habitations des cambrioleurs. Vous savez qu'on est impacté par des cambriolages assez fréquemment. Qui sont parfois de simples pères de famille. Bonjour monsieur, on vient pour vous. Allez, vous mettez, suivez-nous. La gendarmerie de Bormes-les-Mimosas va être confrontée à un drame qui va tous les chambouler. La perte d'un jeune homme dans un accident de scooter. On peut tous être confrontés à ça, on a tous des enfants, ils ont tous à un moment ou un autre une moto, un scooter, c'est le destin, c'est dur. Départ VSAV 426. À la caserne de Cagnes-sur-Mer, les pompiers sont toujours mobilisés pour venir en aide à toutes les détresses. Vomissait de l'eau. C'était impressionnant, on avait l'impression qu'il avait avalé la Méditerranée. Ces hommes sont de véritables professionnels de l'intervention, avec des missions parfois extrêmement périlleuses, comme sauver un bébé faucon à plus de 40 mètres du sol. Pompiers, urgentistes du SAMU et gendarmes, notre immersion auprès de ceux qui nous protègent continue. Un été encore fort en émotions. Sur la Côte d'Azur, l'été, les accidents de la route sont quotidiens. La nuit, ils sont encore plus nombreux. Le responsable, l'alcool. À tous les coins de rue, de quoi s'enivrer. Avec toutes les soirées organisées, que ce soit sur un bateau, sur la plage ou plus classiquement dans des bars. Le problème, c'est que certains inconscients prennent le volant, alors qu'ils ne sont pas en mesure de conduire. Souvent des jeunes, qui perdent le contrôle. C'est l'accident. C'est le 100 rue du Docteur Roux. 100 rue du Docteur Roux. Donc le véhicule a percuté un pilote. Ouais, 2 psychiatres assez bien pris et on se transporte. On va sur un accident de la circulation matérielle. Le conducteur d'un véhicule aurait percuté donc un pylône. Sur place, c'est un peu la cacophonie. Bonsoir monsieur, c'est vous le conducteur de ce véhicule? C'est votre femme qui conduisait? Elle est où votre femme? Un jeune homme, sa compagne enceinte, ses parents. Les gendarmes vont devoir éclaircir qui a fait quoi. C'est vous qui conduisiez le véhicule? Oui. Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, il y a eu un chien sur la route, j'ai voulu l'esquiver, et puis je sais pas, j'ai perdu le contrôle du véhicule.
La future maman assure qu'elle a ramené son conjoint d'une soirée, qui la semble-t-il bien arrosée. Heureusement, c'est moi, je peux conduire. Le taux d'alcool de la jeune femme est lui aussi à vérifier. 0, dépistage négatif. Les gendarmes sont habitués à vite cerner les personnalités des citoyens à qui ils ont affaire. Et dans cette histoire, ils sentent que quelque chose cloche. Vous arrivez d'ici, vous avez mis un coup de volant? Ouais, c'est ça. Je voulais esquiver un chat, j'ai mis un coup de volant. Je sais pas, j'ai perdu complètement le contrôle. J'ai j'ai tapé. C'est vous qui étiez avec elle? J'ai fait un futsal, j'étais au Pradé. Elle est venue me chercher, elle a vu un chien ou un chat. Je reviens. C'est lui qui conduisait. C'est lui qui conduisait? Bah ouais, c'est le chauffeur qui me l'a dit. Retournement de situation. Un chauffeur routier, témoin de l'accident, assure que le présumé passager serait en fait le conducteur. Il m'a dit même que le gars qui conduisait, il avait un t-shirt bleu marqué dessus, ce qui est le cas dans son dos. D'accord. Bon là, on est confronté à un petit problème. Visiblement, ils essayent de dissimuler qui était le conducteur du véhicule. On va essayer de démêler le vrai du faux. Le jeune homme est très alcoolisé. S'il était vraiment au volant, il risque gros. On sort un dépistage, on va faire souffler monsieur. Monsieur, vous soufflez s'il vous plaît? C'est bon, merci. Moi je suis positif, hein. Je te le dis. Ouais. Ah oui, je te le dis. Je reviens monsieur. Fred est abasourdi. Le futur père de famille a fait prendre des risques inconsidérés à ses proches. Le dépistage est positif, donc on va le conduire à la brigade de la Farled pour une vérification éthylomètre. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on lui fasse une procédure alcoolémique. Malheureusement, c'est fréquent et ces derniers temps, on a une recrudescence. Et justement, on nous a demandé d'être attentifs parce que c'est un point noir. On a une augmentation des accidents et notamment des accidents corporels. Par chance, le couple n'a pas été blessé. Mais la jeune femme, qui plus est enceinte, a pris de très gros risques. Fred tente de lui faire entendre raison. Vous étiez passagère, madame. On a les éléments, on a des gens qui ont vu. Donc, on a un témoignage qui nous dit clairement que le conducteur avait un t-shirt de foot avec une inscription derrière. Donc, je pense que ça sert à rien de nier l'évidence. Hein? Vous avez essayé de couvrir votre petit copain? Oui. Ça peut se comprendre, je conçois que vous vouliez l'aider, mais c'est pas la solution. Hein? D'accord? Il va se passer qu'on va le faire. On l'a fait souffler, il a un dépistage positif, donc il y aura une procédure alcoolémique. La jeune femme a avoué. Le responsable de l'accident, c'est bien son petit ami. Il va maintenant falloir définir son alcoolémie exacte à la brigade de la Farled. Le jeune conducteur ne semble pas vraiment conscient qu'il s'est mis dans de beaux draps. Malgré son taux, 0,83 mg par litre d'air expiré, presque 4 fois au-dessus du taux autorisé, il semble très content de lui. Pour conduite en état d'ivresse et destruction de matériel public, il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Mais surtout, il aurait pu gravement blesser sa compagne et l'enfant qu'elle porte. Il n'y a pas que la beauté de la mer qui attire les touristes sur la Côte d'Azur. L'arrière-pays, plus sauvage, a aussi ses habitués. L'été, les petites routes de montagne sont prises d'assaut par les cyclistes, les motards, mais aussi les camions et les voitures. Le trafic est dense et les accidents quasi quotidiens. Pendant que les gendarmes gèrent la circulation, les pompiers de Cagnes-sur-Mer entrent en action. Dans cette voiture renversée, une passagère bloquée et blessée. Elle est consciente. Christophe est un spécialiste de la désincarcération. Il sait exactement comment s'y prendre. Ça commence toujours de la même façon. Éviter que la voiture s'enflamme avec la victime à l'intérieur. Donc avec la grande pince, là, ils font juste une ouverture de capot moteur, pour accéder à la batterie, pour couper les énergies. Pour éviter un feu, on supprime toute autre cause qui pourrait aggraver la situation.
Mais l'urgence, c'est la prise en charge de la blessée. La première chose, c'est d'avoir accès à la victime. Après, on voit. Voilà, le but, c'est qu'elle soit soulagée, qu'il y ait quelqu'un au contact, qu'on puisse travailler après dans des bonnes conditions. Un pompier va rester près d'elle pour lui parler, pendant qu'un autre s'occupe de caler la voiture. Car pour l'instant, elle n'est pas stable et pourrait se retourner à n'importe quel moment, ce qui compliquerait l'extraction de la victime. Maintenant que le véhicule est sécurisé, Christophe va pouvoir intervenir. Donc on va faire déjà une ouverture de portière pour essayer de l'évacuer. Pour ouvrir la porte, il a tout ce qu'il faut. Cet engin est équipé spécialement pour les désincarcérations. Au bout de ses longs flexibles, une pince hydraulique. Le but, c'est de l'amener au-dessus, passer au niveau de la portière, écarter pour pouvoir ouvrir la portière. Comme ça a l'air simple. Mais en réalité, c'est très physique comme intervention. La pince pèse 10 kg et elle est difficile à manier. Elle se déchire, la portière. Faut que je prenne par derrière. En plus, la porte résiste. Christophe l'attaque de l'autre côté. Mais là aussi, ça coince. Parce qu'il y a la jambe qui me gêne aussi. Du coup, il change de stratégie et attaque directement le problème à la racine, à la charnière de la porte. Et franchement, ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir ouvrir une porte. En plus, tu as vu comme j'étais pas dans les bonnes situations. En fait, voilà, le secours routier, c'est jamais dans des. C'est toujours, les critères sont toujours différents. Un pompier peut enfin accéder à la blessée en passant par la porte qu'ils viennent d'ouvrir. Fais gaffe à la dame. En cas d'accident, le premier geste de secours est souvent le même, protéger la colonne vertébrale. Pour cela, les pompiers posent un collier cervical. Essaie de me la protéger, qu'après si on doit découper le pare-brise... L'extraction risque d'être dangereuse car il y a des débris de verre partout. La victime pourrait se blesser. Voilà, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on protège un maximum les membres inférieurs parce qu'il y a du verre ici. Pendant que l'autre équipe essaye de sortir la personne et de faire une ouverture par l'arrière de la voiture. Le haillon, t'arrives à l'ouvrir ou pas? Ouais, nickel. Le haillon, c'est le coffre de la voiture. C'est par là que Christophe pense qu'il faut sortir la victime. Après, si on peut pas, on fera autrement, mais pour l'instant, dans la mesure du possible, c'est comme ça qu'on fait. Plus facile, mais plus risqué. Les gars, faites bien au siège, on doit avoir des airbags quelque part qui ne peuvent pas encore péter sur le côté peut-être, hein. Faites-y attention. L'opération est délicate, il faut retirer les sièges sans déclencher les airbags. Voilà, parfait. Impeccable. Impeccable. Allez, go. Il y a tout juste de quoi faire passer le plan dur. Attends, je vais appeler du monde là parce que ça marche en position. Il faut des pompiers à l'avant. Olive, tu leur files aussi un coup de main? Mais aussi à l'arrière. Attention pour lever, lever. Allez, envoie la plage. Fais gaffe aux jambes, fais gaffe aux jambes. Ça coince là-bas. Allez, pose. Pour la libérer, les pompiers vont légèrement la pousser. C'est pas mal, c'est pas mal. Si l'accident est spectaculaire, la désincarcération compliquée, la victime, elle, s'en sort plutôt bien. Allez, on la met dans l'ambulance. Hein. Quelques contusions et un poignet cassé. On va s'occuper de tout ça, n'ayez pas peur. Elle a eu beaucoup de chance. Elle va bien. Elle a mal au poignet surtout. Et mal aux côtes. Elle va être évacuée vers l'hôpital le plus proche. Pour elle et son ami venu en renfort, cet accident va chambouler la suite de leur congé. Voilà, ce soir on devait aller au ciné, demain faire du vélo, et ben c'est râpé. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Bon, il n'y a pas, apparemment, ça va, c'est pas grave quoi. Ce n'est pas la première victime sur cette route.
Elle est très accidentogène et bien connue des gendarmes locaux, car elle a une particularité, ce rocher qui dépasse. Les gens soit ne calculent pas assez bien la vitesse en fonction de la largeur de la route et heurtent souvent les rochers. Il suffit de croiser un gros camion, un bus, les bus passent par ici, c'est toujours très délicat. La voiture sera récupérée par une dépanneuse. Dernier coup de balai pour enlever les débris de verre cassé. La route va bientôt pouvoir ouvrir à nouveau dans les deux sens. Pompiers, urgentistes, forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous avez comme info, vous? L'été, ils sont des milliers à veiller sur nous dans le sud de la France. Et ce qui fait leur force, c'est le fait de travailler main dans la main, les uns avec les autres. Grâce à ce maillage professionnel, des vies sont sauvées. L'affaire que doit aujourd'hui gérer le major Michel reflète parfaitement ce travail d'équipe. Elle est à l'hôpital? C'est grave, d'accord, ok. Bon, mais écoute, d'accord, tu me sors la fiche d'intervention. Un pompier qui vient de terminer une intervention l'appelle pour lui signaler que la victime aurait été frappée par son mari. C'est le responsable des pompiers de Bormes qui vient de m'alerter. Ils sont intervenus dans l'après-midi sur apparemment des blessures sur une femme. Au début, elle se serait blessée. Et en fait, non, elle ne s'est pas blessée. Elle présente des contusions sur tout le corps, assez importantes. Elle se serait confiée dans l'ambulance en disant que ce seraient des violences intrafamiliales. La femme est pour le moment soignée par les médecins urgentistes. On va à l'hôpital de hier, on va interpeller l'auteur et on va ramener la victime. La première préoccupation du major, c'est de s'enquérir de l'état de santé de la victime. De la glace pour calmer le bleu. Tant que c'est gonflé, ça vous fera mal. Et le plus possible, gardez vos deux doigts tendus. Ok? Allez, bon. Elle peut sortir? Moi, de mon côté, je pense. D'accord, on attend le médecin, il va venir. Vous pouvez rester assise, hein. Bon, et après, vous venez avec moi. Un médecin l'a déjà examiné et rédigé un certificat prouvant la violence des coups. Oui. Fracture? Non, on torse. D'accord. Michel veut maintenant retrouver le suspect. Il est en bas, le gars? Mais il a disparu. Vous pouvez venir avec nous, vous nous montrez de loin? Allez, allez. Ouais, c'est lui dans la voiture. Oh, les gars. Regardez, le mec dans la voiture. La voiture noire, là. Il a le t-shirt gris avec les lunettes? Oui. Ok, ça va. Allez, feu. L'homme est en train de quitter le parking. Vous coupez le moteur, s'il vous plaît, monsieur? Coupez le moteur, s'il vous plaît. Allez, vous sortez de la voiture. Bonjour. Sortez de la voiture, monsieur. À vous, les gars. Les mains sur le capot, monsieur. Ok. Il est quelle heure, là? 19h. Il est 19h, monsieur. Vous êtes en garde à vue. Mettez les mains sur le machin, monsieur. Allez, c'est bon. Pour violence sur votre épouse, monsieur. Ça vous va? Ça vous va pas? Je vais vous expliquer mieux. On va vous notifier vos droits et on va mieux vous expliquer. L'homme ne comprend pas ce qui lui arrive. D'accord. C'est pourquoi, excusez-moi? Violence familiale, monsieur. Ça vous va? Vous voulez que je le dise plus fort? Violence familiale. Quand on tape sa femme, c'est des violences familiales. Et comme c'est un délit, je vous mets en garde à vue. Voilà. En garde à vue depuis 19h ce jour. Voilà. Direction la gendarmerie pour la suite de la procédure. La victime doit elle aussi y aller pour témoigner, même si elle appréhende cette démarche. Je me suis senti humilié. Mais vous croyez que c'est à vous de vous sentir humilié? Oui. Vous savez que je vais vous taper sur les doigts, moi aussi. Hein. Je vais vous sermonner. Hein. Je ne veux pas entendre que vous vous sentiez humilié ou que vous avez honte ou quoi que ce soit. Celui qui doit avoir honte, c'est pas vous. Et vous allez sécher vos larmes et vous allez tout m'expliquer. D'accord? Allez-y, montez. Oui. Le cas est grave. Depuis le début de l'année, 104 femmes sont déjà mortes sous les coups de leurs compagnons. La vraie question, c'est comment on peut accepter de se prendre des coups par quelqu'un qui vous dit « je vous aime ». Et j'arrive pas à supporter d'entendre qu'elles ont peur de déposer plainte, de peur de représailles, quoi. En près de 40 ans de carrière, des femmes violentées, le major Michel en a malheureusement vu passer. Mais il n'a jamais pu s'y habituer. J'arrive à tout supporter, mais des violences intrafamiliales, que ce soit sur des femmes ou sur des enfants, j'ai du mal. Et ça devient de plus en plus récurrent, quoi. On se dit qu'on le voit qu'à la télé, on y est confronté pratiquement tous les jours. Le mari suspecté de violence est tout de suite placé en cellule. Aujourd'hui, sa vie aurait pu basculer. On est passé pas loin du drame. Des petites disputes qui montent peut jouer un drame familial
et qu'on s'en remet pas, quoi. Par chance, la femme est toujours en vie. Devant le major Michel, elle raconte comment tout a basculé dans l'horreur, à peine sortie du lit. Au réveil, il m'a quand même reproché d'avoir refusé de faire l'amour avec lui la veille au soir. Il criait, je sais même plus ce qu'il criait, tellement il criait. Et je lui dis, tais-toi, calme-toi. Et il m'a dit, je me calme si je veux, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est ça. Et en fait, il me dit, mais t'as qu'à foutre le camp. Et il m'envoie la chaussure à la tête. Et je dis, mais t'es vraiment un c***. Et c'est vrai, je l'ai dit, j'ai dit, tu es vraiment un c***, quoi. Dans une autre pièce, son compagnon a une toute autre version. Elle est mais immonde. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pas le bon. Selon lui, il partagerait la vie d'une femme hystérique, colérique et alcoolique. Et elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Après, je me suis levé, j'ai dit, non, tu t'arrêtes, stop. J'ai dit, stop. Continuez à crier. Elle hurlait, hein. Elle hurlait. Que je vais la tuer, tu vas me tuer, tu veux me tuer, tu veux me tuer. Elle a que ce mot là, bouche. Pendant toutes les auditions, le couple ne raconte pas la même histoire. Il m'a chopé en poids, il m'a jeté sur les graviers. J'ai bouffé, je me rappelle avoir eu du gravier dans la bouche, quoi. Et non pas ça, une fois qu'il a fini de me jeter par le gravier, là il m'a chopé par... Où il pouvait me choper par je sais pas par où. Je l'ai pas touché. Je ne l'ai absolument pas touché. Et il m'a foutu dans la salle de bain, il m'a jeté par terre, j'ai tapé la tête. Et après, je sais plus. Elle déclare, il m'a alors projeté dans la salle de bain. Projeté. Je l'ai ni poussé, ni projeté, ni envoyé, ni mis. Donc elle ment. Oh, tout à fait. La femme semble encore effrayée. Il disait, mais quel fusil quand même chez lui, je sais pas, moi, il prend la folie, tant. Je sais pas, j'ai des craintes, mais c'est vrai, j'ai des craintes énormes, quoi, on sait pas. D'accord. C'est quelqu'un de fou, quoi, d'impulsif. De son côté, David essaie d'en savoir plus sur les sentiments de l'homme. Quels sont vos sentiments envers... Je l'aimais très fort, très très fort. Je l'aimais. Je l'aimais, oui, je l'aimais. Je l'aimais très fort. Je l'aimais, ça veut dire c'est le passé. Ah oui, depuis hier, ouais. Depuis hier? Ah, depuis hier, oui, c'est passé, monsieur. D'accord. Ah ouais, moi je vois dans les yeux, je vous dis franchement. D'accord. Je baisse pas les yeux. Depuis hier, c'est du passé. D'accord. Parce que il n'y aura pas de demain avec elle. D'accord. Il m'arrivera ce qui m'arrivera, il n'y aura pas de demain. C'est pas une menace que je lui fais. Oui, oui, mais tout à fait. Monsieur, c'est la troisième fois. Je finis aux gendarmes, je finis en garde à vue, j'ai des ouvriers, j'ai une entreprise, et je suis là, assis, avec vous. Mettez-vous là. Dans cette histoire, chacun campe sur ses positions. L'homme n'a rien fait, sa compagne l'accuse. C'est maintenant au procureur de prendre une décision. C'est compliqué. Finalement, la sanction tombe. Le procureur impose au couple une séparation. Il a décidé une composition pénale. Une composition pénale, c'est des injonctions qui vont être faites aux deux personnes, notamment la personne mise en cause, placée en garde à vue, de ne plus rentrer en contact avec la victime, de l'autoriser à récupérer ses affaires, enfin voilà, plusieurs injonctions, et surtout de suivre un stage de violence conjugale. On va lui expliquer un peu les règles de bonne conduite vers les femmes. Le mari repart libre. Sa femme, elle, quitte le domicile conjugal. Non sans rancœur. Qu'est-ce que ça fait de mettre toutes ces affaires comme ça dans une valise? Ça fait chier. Excusez-moi, ça sort du plaisir. Les violences conjugales sont un phénomène qui malheureusement ne faiblit pas. En moyenne, 300 procédures sont effectuées chaque jour dans les commissariats et gendarmeries de notre pays. À l'hôpital Émile Bonnet de Fréjus-Saint-Raphaël, les urgences débordent. Plus de 250 patients par jour à soigner. On ne sait plus où les mettre, il en arrive de partout. En hélicoptère, grâce à l'hélistation, en ambulance, avec les pompiers, ou par leurs propres moyens. Un jeune vient de récupérer au bord de la route un homme qui errait. Il est quasi inconscient, il ne peut pas le sortir de sa voiture. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on reproche de trouver Ce monsieur-là, on est d'accord.
C'est un pote à vous ou pas? Non, vous l'avez trouvé sur le bord de la route et je pouvais pas le laisser là. Ouais, très bien. Bien vu. Vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui? Oui, beaucoup. Ok. Le patient a l'air mal en point. Pour Jason et ses collègues, c'est le début d'une énigme, car le nouveau venu est incapable d'expliquer ce qui lui est arrivé avant son admission. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur? On sait pas. Apparemment, il aurait consommé beaucoup d'alcool. Ça va? Ok. Là, on est bien? Ok. Bon. On va essayer de faire un pas quand même? Allez. On va pas se faire des câlins toute la nuit. Le jeune homme ne peut pas se tenir debout sans l'aide de Jason, l'aide-soignant. Pour lui et Sophie, sa collègue infirmière, l'enquête commence. C'est comment ton prénom? Ouais. Ouais, mais ton prénom? Jonathan? Jason? Jean-Jacques? Jean-Jacques? Ton prénom alors? Gérald. Gérald. T'as changé depuis tout à l'heure? Ludo. Ludo? Alors dans l'idéal, Ludo, Gérald... On bouge pas? Le jeu des devinettes sur l'identité du mystérieux inconnu ne débouche sur rien. Jason tente de nouvelles questions. T'habites où? T'es en vacances ici? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? T'es avec des amis? Tout seul? T'étais au concert tout seul? C'est le concert des arènes, c'est ça, hein? Big Flo et Oli alors. Jason vient d'arracher une bribe d'information à son patient. Il aurait assisté à un concert de rap dans la région, aux arènes de Fréjus. C'est peut-être là-bas qu'il aurait trop bu ou pris des stupéfiants, abandonnant des amis qui étaient avec lui. Jason veut vérifier cette hypothèse. Bah, c'est un jeune homme qui est arrivé sans identité, sans un papier sur lui, sans rien du tout. Et du coup, bah, c'est nécessaire quand même de prévenir la police parce que si jamais il y a quelqu'un qui le cherche, ils vont se retourner vers la police, normalement en premier lieu, ou vers les urgences. Donc au cas où, comme ça, un des premiers informés, au moins, tout le monde est au courant et ils n'ont pas à s'inquiéter, ils savent qu'il est là, quoi. Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est les urgences de Fréjus. Alors, je vous appelle, je vous signale, on a un jeune homme qui est arrivé, t-shirt bleu, short bleu, à peu près 1m80. Si jamais il y a quelqu'un qui vous demande, vous savez que vous pouvez leur dire qu'il est aux urgences de Fréjus. Allez, merci. Retour à la case départ pour les urgentistes. Ils n'ont pas progressé d'un pouce ni sur l'identité du patient, ni sur les circonstances de son malaise. Alors pour avoir des résultats incontestables, Sophie, l'infirmière, va lui faire une prise de sang. Mais en l'examinant, nouvelle interrogation. Alors, monsieur, je vais vous poser une perfusion. Vous avez mal quand je vous touche le bras? Oui, le poignet? Ah. Vous êtes tombé? Oui, ou battu? Tombé? L'inconnu s'est-il bagarré ou est-il tombé tout seul? Impossible de le savoir, car le jeune homme est loin d'avoir retrouvé sa lucidité. Des personnes amnésiques, avec des trous de mémoire dus à l'alcool ou à la drogue. Aux urgences, c'est du déjà-vu. En consommation d'alcool. D'alcool, c'est toutes les semaines. Ouais, toutes les toutes semaines. les- Alcool, c'est toutes les semaines. Et de drogue, c'est un cas par mois. Mais... Pour l'instant, on va poser une perfusion, d'accord? On bouge pas? Allez, je pique. On bouge pas le bras. En attendant les résultats de l'analyse sanguine, les soignants restent persuadés que le patient est sous l'emprise de stupéfiants. Reste une inconnue, la nature et surtout la quantité de la drogue ingérée. C'est l'obsession du médecin, Manu, qui prend le relais. Bonjour. Monsieur, vous me voyez un petit peu là? Est-ce que vous avez pris quelque chose? Vous avez pris des drogues? Non. Rien du tout? Vous avez pris de la MDMA? Non. Non? De la cocaïne? Non. Non? De l'ecstasy? Non. Rien du tout, aucun cachet. Vous avez consommé un peu d'alcool? Ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné un verre? Alcoolique. De quoi? Alcoolique? L'homme prétend qu'il aurait été drogué à son insu lors du concert. Vérité ou mensonge? Cela n'intéresse pas le docteur. C'est pas grave, hein, si t'en as pris. Hein. Et dans ses poches, t'as rien trouvé. Hein. Manu a besoin de connaître quel produit il a pris pour le soigner.
on ne sait absolument pas ce qu'il a pris. Alors, dans les drogues de synthèse actuelles, il y a les grands classiques et il y a toutes les nouveautés chinoises, notamment Internet, qui sont très complexes. C'est même des expériences nouvelles à chaque fois parce que justement, on ne connaît même pas les effets secondaires. Comme le patient n'est pas coopératif, le médecin lui lance un ultimatum. On peut mettre une petite sonde? Pourquoi? Ouais, bah alors à ce moment-là, il faut me dire exactement ce que tu as pris comme produit. Finalement, le patient préfère dire la vérité. Coke, ok. Et quoi d'autre? Un bédo? Ouais, mais ça, c'est pas le bédo qui fait ça? De quoi? Benzodiazépine? Ouais, mais il n'y a pas que ça, là. C'est pas grave, c'est parce qu'il faut que je sache. T'as gobé, voilà. Ok, d'accord. Et c'était quoi? De l'ecstasy? Deux? C'était vert. Là, pour le coup, en plus, sur ce genre de toxique, il n'y a pas d'antidote réel là tout de suite. C'est-à-dire qu'après, on va traiter des symptômes, on va traiter des complications cardiaques notamment. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de l'électrocardiogramme, il n'y avait pas d'anomalie. Donc, pour l'instant, c'est de la surveillance. C'est pas mal de temps autour parce qu'il peut changer de comportement d'un moment à l'autre. Après une nuit en observation très agitée, le jeune fêtard a pu sortir de l'hôpital. Aujourd'hui, les militaires de la gendarmerie de Bormes-les-Mimosas vont être confrontés à un fléau qu'ils connaissent bien, les cambriolages. Il y en a 600 par jour en France. Un tiers d'entre eux se déroulent en plein été. Là, on va partir sur une constatation de cambriolage qui a eu lieu entre 8h et cette nuit. Donc là, les gens viennent de rentrer chez eux et de constater qu'ils se sont fait voler leur voiture. On leur a demandé de rien toucher. Pour Thomas, ce genre de délinquance n'est pas une surprise, ni l'endroit où a été commis le fric-frac. À Bormes-les-Mimosas, il y a près de 7000 résidences secondaires, une cible de choix pour les voleurs dans un quartier très précis. Là, on est en fait dans un quartier résidentiel où il y a pas mal de belles maisons, beaucoup de richesses. C'est ce qu'on appelle, c'est surnommé le super lavando. En fait, c'est par rapport à la vue. Donc c'est beaucoup de résidences secondaires et de gens qui ont ça comme résidence de vacances. Donc forcément, il y a peu de gens et ça tape beaucoup. Lorsque le maréchal des logis chef et sa collègue arrivent sur les lieux, il reste prudent, car il n'y a que 15% de chances d'identifier les cambrioleurs. Et ce n'est pas la victime qui va leur fournir des indications capitales, notamment sur le vol de sa voiture. C'est quoi la bagnole? C'est une Fiat 500 noire. D'accord. Elle est à votre nom? Oui. Ah, alors expliquez-moi vite fait ce qui s'est passé. Je suis rentré. D'accord. Ouais. Pas de voiture. Je suis rentré, j'ai mis la nuit dans la voiture. D'accord. C'est quoi, c'est dans un appartement là? Oui. D'accord. Il est 21h30 lorsque les gendarmes démarrent leurs investigations. Là, ça s'était ouvert quand vous êtes arrivé. Hein. Oui, c'est toujours ouvert? D'accord. Visiblement, la victime n'a pas écouté les conseils de prudence. Ça fait... Ah oui, il n'y a pas de loquet. D'accord. Et là, vous aviez laissé ouvert avant de partir? Ok. Chaque été, en effet, la gendarmerie répète qu'il faut bien fermer les portes et les fenêtres de son habitation. Pour Thomas, le ou les cambrioleurs ont escaladé le balcon avant de passer à l'action. Ce vol est presque un cas d'école. Comme dans un tiers des cas, c'est le matériel hi-fi qui a intéressé les délinquants. Dans cette pièce-là, dites-moi ce qui a été modifié, ce qui manque. La télé, elle était là? D'accord. La télé était branchée avec le câble HDMI, j'imagine, là, qui est ici? D'accord. Ce câble-là, là? Oui. Ok. Vous l'avez pas touché depuis un moment? J'ai pas touché. Depuis un moment, hein. Et là... Seul espoir pour trouver le coupable, faire les paluches, comme on dit dans le jargon policier. Les empreintes digitales, à une condition. En fait, là, ce qu'on essaie de trouver, c'est des surfaces qui peuvent retenir soit des empreintes, soit des surfaces rugueuses qui peuvent retenir de l'ADN. Rien à l'intérieur de la maison. En revanche, sur la terrasse... Donc là, on peut voir, on a une trace palmaire, ça correspond à une paume. Alors, on ne sait pas si elle est exploitable, on l'enverra ensuite en fait, au service de police technique et puis ils pourront nous dire si c'est analysable. Et si les empreintes digitales ne parlent pas, restent les prélèvements des empreintes génétiques. Donc là, en fait, je vais faire ce qu'on appelle un ADN
Et pour cela, pas question de laisser sur place d'éventuels postillons de la part de l'enquêteur qui risquent de fausser les analyses. Est-ce que tu as un masque dans le truc? Quant au prélèvement, il s'effectue grâce à ce petit coton-tige. Comme le voleur a dû sans doute manipuler la prise télé avant de voler, les gendarmes espèrent qu'il a laissé une trace. Donc tout ce qui est donc ADN de contact, ADN laissé en fait sur une surface. Et sur les couvillons, en fait, ça permet de pouvoir prélever tout ce qui est susceptible de nous permettre de l'identifier, si l'auteur est connu, bien sûr. Thomas ne se berce pas d'illusions. Alors, pour identifier le coupable, reste à se focaliser sur la voiture volée et la vidéosurveillance. Comme il y a un véhicule volé, ça peut être intéressant à retrouver, parce qu'on est sur une commune où il y a pas mal de caméras. Donc on va réquisitionner en fait les services de mairie, de police et tout ça, pour essayer de voir si, avec la plaque d'immatriculation du véhicule volé, sur le créneau horaire, on peut retrouver cette voiture. Si jamais il a pris une direction ou une autre, au moins, si on a une vision, on pourra peut-être avoir la tête de l'auteur. Voilà, ça fait plusieurs pistes à exploiter. C'est devenu un allié incontournable pour les enquêteurs. Des caméras partout, qui filment tout. La vidéoprotection, équipée parfois d'un système automatique, repère les voitures volées grâce à leur plaque d'immatriculation. Et ici, cela a été le cas. La police municipale de hier nous a informé que notre véhicule Fiat 500 volé, qui avait été inscrit au fichier, a été identifié. Il était 14h45. La voiture volée, identifiée. Et le plus incroyable, c'est qu'à côté de la voiture volée, il y a un autre véhicule, une Smart. Et sur les images, on voit les deux conducteurs faire la causette. Et une fois arrêtés, on peut voir que les deux individus, donc le conducteur de la Smart et le conducteur de la Fiat 500 volée, discutent. Ouais, on voit qu'ils parlent ensemble en fait. Ne reste plus pour le gendarme qu'à identifier l'autre conducteur, celui de la Smart. Et une fois de plus, ce sont les images qui vont permettre de résoudre l'énigme. Ce qui est bien, c'est que bon, malgré la qualité médiocre des images, cette plaque d'immatriculation, elle est exploitable et elle nous fait ressortir un utilisateur sur Toulon. Donc on va aller lui dire bonjour. Actuellement, l'enquête est toujours en cours pour trouver le ou les responsables de ce cambriolage. Dans 80% des cas, ils ne sont pas retrouvés. Mais quand la gendarmerie parvient à mettre la main dessus, elle ne les lâche plus. Ok les gars, ce matin, on agit pour la brigade de la Farled dans le cadre de cambriolage. Vous savez qu'on est impacté par des cambriolages assez fréquemment et en situation particulière. Les identifications de la Farled ont permis de mettre au jour deux mises en cause. Deux hommes qui vont aujourd'hui être interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir volé des montres de luxe et des bijoux chez des particuliers. Concernant l'objectif A, il est connu otage pour des faits similaires, à savoir cambriolage. Même si les cibles de ce matin ne sont pas de dangereux délinquants, le PSIG reste tout de même sur ses gardes. Alors, le gros risque pour l'équipe, c'est la rébellion de l'individu. Voilà, et la fuite. Sur le premier objectif, ça ne risque rien. En revanche, sur le deuxième objectif, il y a une tentative de fuite. La première cible habite dans un immeuble. Il n'y a que deux entrées possibles. La principale et par les garages au sous-sol. C'est la gendarmerie, madame, ouvrez! Le PSIG pénètre dans l'appartement. On cherche monsieur F. Il est où, monsieur F? Il est où? Il est où? Seule la femme du suspect s'y trouve. Où là? On s'est engueulé, il est parti hier soir, il est pas rentré. Vous savez où il va? Les gendarmes pensent avoir raté leur cible. Personne. L'objectif est absent.
Donc on attend les directives des enquêteurs pour se réarticuler, à savoir est-ce qu'on va partir sur le deuxième objectif ou on va aller chercher là où on aura les renseignements. Mais une autre équipe, qui guettait devant l'entrée du sous-sol, l'a repéré. D'accord. Donc il est en bas, la target est en bas. L'homme était caché dans son garage. On se rééquipe vite fait, les gars. Bonjour, monsieur. Il est interpellé. Il sera conduit à la gendarmerie par les enquêteurs. C'est la personne qui a été interpellée par les enquêteurs, d'où l'utilité de placer un bouclage au niveau des garages. Si on n'avait pas passé un bouclage en bas, il nous aurait filé entre les doigts. La deuxième cible habite, elle, une maison. Son interpellation s'annonce plus corsée. Alors, la difficulté là-bas, c'est que c'est une habitation avec un portail qu'il faudra certainement sauter. 4 habitations dans la maison et c'est tout au fond. Allez, c'est parti. Afin de ne pas alerter l'homme de leur arrivée, les gendarmes restent discrets. On fait le tour du rond-point, on se met en face et on traverse la rue à pied. Voilà. L'objectif, à droite. Top. Hors de question de sonner pour se faire ouvrir. Heureusement, les gendarmes sont affûtés. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. On cherche monsieur. Ils habitent en haut là? D'accord. Ça bouge en haut, ça bouge. Avec moi. Bonjour monsieur Marc. On vient pour vous. Allez, vous mettez. Suivez-nous. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous inquiétez pas. Le suspect est un père de famille. Ce débarquement d'uniforme choque sa femme et ses 2 petites filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il veut lui dire voilà, il a fait bonne. Avec effraction et en réunion. Sa femme ne semble pas au courant des agissements présumés de son mari, qui nie lui aussi toute implication dans des cambriolages. Mais pourquoi il va en prison? Non, il est en garde à vue, madame. J'ai rien fait. Ça se passe pas, j'ai rien fait. Interpeller un suspect au petit matin à son domicile, c'est toujours très délicat pour les gendarmes. Car souvent, la famille est présente. Guilhem n'aime pas être confronté à ces cas délicats. Là, la difficulté, c'est qu'on intervient devant les enfants. Ça prend une dimension un peu plus difficile, hein, puisque les enfants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils voient leur père menotté. Ça ne nous fait pas plaisir, hein, moi-même étant père de famille, mais malheureusement, on est obligé d'interpeller la personne, même devant ses enfants. Après, on prend toutes les mesures, on écarte les enfants, on les met à part et puis on essaie de les rassurer, mais malgré tout, les enfants sont quand même choqués. Le père de famille va maintenant être conduit en cellule avant de passer devant un juge. Mais pour avoir volé des bijoux et montres de luxe en réunion, avec effraction, il risque gros. On sait déjà ce qu'il en court pour ce genre de délit? La prison ferme. Après, ce sont les magistrats qui décident. Les 2 hommes interpellés sont toujours incarcérés, en attente de leur jugement. Ils sont aujourd'hui encore présumés innocents. On s'apprête à passer une drôle de matinée à la brigade de Bormes-les-Mimosas. Car ce matin, dans le courrier, un colis un peu particulier. La Poste a préféré leur transférer. Oui. Major, oui. Vous pouvez nous apporter une lettre? À l'intérieur, certainement, un contenu non autorisé. Un colis suspect. Odeur suspecte. Quelle belle odeur. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas l'herbe de Provence. Ça m'étonnerait que ce soit Ducrot qui l'ait ramassé. Je pense que ça sent le cannabis. Enfin, je pense. Quand je dis je pense, je suis sûr. Une information qu'il va falloir vérifier en ouvrant ce colis suspect. C'est destiné à une résidente de Bormes-les-Mimosas, on va l'appeler. Elle va s'expliquer sur la provenance
et sur le fait qu'elle use apparemment des produits stupéfiants. La femme qui devait recevoir cette lettre a été convoquée. Elle ne sait pas encore pour quelle raison. Asseyez-vous, bonjour madame. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? D'accord. On a reçu un courrier qui vous est destiné. Le colis est encore scellé. Les gendarmes attendaient que sa destinataire soit présente pour vérifier le contenu. Je vais vous demander d'ouvrir ce courrier, s'il vous plaît, madame. Oui. Devant moi. Vous savez ce que ça peut être? À l'intérieur, comme l'avait pressenti le major Michel, un morceau de cannabis. La femme semble étonnée. Faut le bout de hashish ou chichon, je sais pas comment est-ce qu'on dit. De résine de cannabis. Très bien. C'est bien ça. Le chichon. Les gendarmes essaient de comprendre comment cette drogue est arrivée là. La femme, âgée d'une 50aine d'années, n'a pas le profil habituel du consommateur de cannabis. Sur l'enveloppe, le nom de l'expéditeur, c'est celui de son frère. Il est gentil votre frère. Parce qu'on a blagué l'autre jour au téléphone. D'accord. Et je lui ai dit que je recommence à avoir des crises d'angoisse, que je dormais pas. Je dis je fumerais bien un pétard. D'accord. Voilà. Donc il vous a envoyé... Voilà. Et ça vous fait rire? Bah écoutez... Eh ben vous avez raison de rire. C'est l'alternative que j'ai trouvée à plein de choses. Parce que ces 2 dernières années, ma vie n'a pas été facile. J'ai eu droit à agression, vandalisme sur la voiture, braquage à main armée. Tout ça en un an. La quinquagénaire semble en pleine détresse. Pour surmonter son quotidien, fumer des joints lui a semblé la meilleure solution. Et vous pensez réellement, madame, que ça va vous aider? Changer de médecin, madame. C'est quoi? Changer de médecin. Ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est interdit, madame. Un produit illégal, mais aussi dangereux. Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans? Non, pas vraiment. Non. De la merde. Voilà. Si on appelle ça le shit, si on appelle ça le shit, honnêtement, c'est que c'est coupé avec du caoutchouc, de la morora, de l'ammoniac. Oui, bien sûr. Oui, madame. Oui, c'est pas. Je ne disais pas ça pour vous. C'est pour ça qu'on vous fait venir. C'est pour ça qu'on va vous taper un peu sur les doigts pour vous dire c'est pas bien, il faut arrêter, madame. La consommatrice ne semble pas vraiment consciente que se faire poster de la drogue, c'est un délit. Elle risque une amende forfaitaire de 200 € ou même un passage devant le tribunal correctionnel. Alors, combien de kilos, ça, à votre avis? Aucune idée. 6 grammes 91, exactement. Pour le major Michel, le profil de cette fumeuse, une femme d'une 50aine d'années, n'a malheureusement plus rien d'original. Pauvre dame, pauvre dame. En fait, c'est le reflet de la société actuelle, hein, avec des gens qui sont un peu désœuvrés, qui sont un peu perdus, et parce qu'elle est anxieuse. Son seul camin, c'est de faire usage de cannabis, quoi. La consommation de drogue est un véritable fléau qui gangrène de plus en plus notre société. C'est une des exactions que l'on constate et que l'on réprimande et sur laquelle on travaille le plus fréquemment, quoi. En plus, en période estivale, on en voit de plus en plus et très souvent, quoi. Ben, mais on tourne à l'envers, n'importe comment. Oui, c'est bien de le reconnaître. Non, mais aussi bien dans notre façon de vivre d'aujourd'hui, qui est tellement spécifique. C'est vrai que oui. Et dans ce qui se passe tout autour de nous. Non, mais vous avez raison, oui. Le monde est fou. Le monde est fou, vous êtes un peu stressé, vous faites livrer du shit. Le monde est fou. Ouais. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Finalement, la femme aura de la chance. Elle n'écopera que d'un simple rappel à la loi. Aujourd'hui, à la brigade de Bormes-les-Mimosas, ce n'est décidément pas une journée comme les autres. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. D'annoncer des bonnes nouvelles, ça me plaît. Allez, on le fait. C'est parti. Je vais sécher mes larmes. La bonne nouvelle vient juste de tomber. Il s'agit d'un ordre de mutation d'un de ces hommes. Il l'attendait depuis des années. Le major Michel veut marquer le coup. Pour l'occasion, il revêt les couleurs de l'OM, l'équipe préférée du gendarme qui quitte la brigade. Ça me va bien, avec les oreilles décollées. Chut. Façon Père Noël. David? T'es là? Il apporte le plus beau des cadeaux. C'est arrivé.
Ah, je suis content. Je suis content. Ah, mon poteau. Il me vient là, hop, les frissons. Ah, moi aussi j'ai les frissons là. Qu'est-ce que c'est? Mon heure de mutation, donc à compter du 1er septembre. À compter du 1er septembre, donc je suis muté en brigade des recherches, chose que j'attendais depuis très longtemps. Donc je suis super heureux. Une bonne nouvelle que la brigade va savourer, car dans quelques jours, un événement tragique va bouleverser l'ensemble de la gendarmerie. Avec la grande échelle, les pompiers ne peuvent pas intervenir au-dessus de 30 mètres de hauteur. Alors pour atteindre les sommets, le haut des montagnes qui entourent la caserne de Cagnes-sur-Mer, en cas d'urgence, il y a une équipe spécialisée. Le GMSP, le groupe montagne des sapeurs-pompiers. Il est composé de 8 hommes. Aujourd'hui, c'est Thomas qui est aux commandes. Bon, ce matin, les gars, l'objectif, ça va être de réviser tout ce qui est équipement et progression sur corde. OK ? L'entraînement du jour va avoir lieu au bout de ce chemin. D'ici, il y a une vue imprenable sur l'arrière-pays et la mer. Donc c'est pour nous super intéressant d'aller porter secours dans des endroits un peu différents des milieux urbains. Allez, c'est bon, maintenant vous pouvez descendre. Des descentes en rappel qui paraissent simples, mais qui sont très techniques. Pour faire partie du GMSP, il faut avoir suivi 5 ans de formation. C'est une des plus longues chez les sapeurs-pompiers. Donc il faut apprendre énormément de techniques, les nœuds, progresser sur corde, des techniques de secours. Donc c'est très long et ça demande beaucoup de travail. Tu fais un cabestan sur le mousqueton du sac, comme ça te fait le poids pour pouvoir remonter sur la corde. Okay, pour déverrouiller ton crawl. Ce dernier exercice, remonter à la force des bras, un classique à maîtriser. D'autant plus qu'il leur sera très utile sur la prochaine intervention. Elle a lieu dans un endroit étonnant. Un stade de foot, l'Alliance Riviera. C'est ici que joue le club de l'OGC Nice. Les pompiers sont accueillis par Benoît, le responsable de la sécurité. C'est lui qui les a appelés à l'aide pour cette mission de haute voltige. On a retrouvé donc un bébé oiseau identifié comme un faucon dans une tribune. On a découvert qu'il y avait des nids de faucons dans le stade. C'est pour ça que votre présence est aujourd'hui ici requise pour aller essayer de remettre Osillon auprès de ses parents. Le bébé faucon a été mis à l'abri dans ce carton. Il est apeuré mais en bonne santé. Trop petit pour voler de ses propres ailes, les pompiers vont devoir le remettre dans son nid. Mais problème, il faut trouver de quoi le transporter. Comme c'est des missions qu'on ne fait pas souvent, on n'a pas de matériel adapté au transport de l'animal. Donc on est en train de trouver un contenant, on va dire de taille raisonnable, que l'on puisse suspendre. Par la même occasion, assez pratique pour pouvoir sortir l'animal. En quelques minutes, ce carton est transformé en nacelle. Allez, on récupère la bestiole. C'est Cédric qui va se charger de l'opération. Comme c'est un animal sauvage, il préfère mettre ses gants pour l'attraper. Je veux pas qu'il fasse mal non plus. Si le faucon est maintenant en sécurité, ce n'est pas encore le cas des pompiers. Voilà, en avant. Thomas prépare cette mission à haut risque avec ses hommes. En montagne, comme dans ce stade, tout le matériel doit être préparé avec une extrême précaution. Car une fois en haut, c'est trop tard. Il faut suffisamment de corps pour pouvoir se faire mouliner après jusqu'en bas. Ah oui. Et oui, parce qu'après il faut redescendre parce que t'es plein vide. Voilà, donc prenez une corde conséquente, prenez au moins une 100 mètres. Il leur faut encore s'équiper. Baudrier, mousqueton, casque, corde et radio pour communiquer entre eux. Vous avez la mono, la radio? En mono motion tour, ouais. Bon, on y va? Guidés par Benoît, le chef de la sécurité, Thomas, Stéphane et Cédric commencent leur ascension. Cette fois, pas pour grimper au sommet d'une montagne, mais pour atteindre les toits du stade. Alors il y a deux nids.
Ce qu'il faudra faire gaffe, c'est il y a déjà des petits dedans. Donc quand il faut déposer l'autre à l'intérieur, il faudra être précautionneux, quoi. Il faudra essayer d'y aller tranquillement. Donc en fait l'accès, on passe par l'échelle qu'on a vue, on longe là, derrière là, Steph, là, tu marches dessus là, enfin tu marches, on va trouver des points d'amarrage, assuré, tu vas aller au bout et on va te descendre. C'est bon, il y a des questions? Cédric, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. En apparence, l'opération semble simple. Il suffit de monter avec l'animal encore plus haut. Vas-y. De longer la verrière pour atteindre le nid situé à l'extrémité. Et enfin, tranquillement, se suspendre dans le vide à 40 mètres de hauteur. On a toujours une part de peur. C'est ce qui permet de nous tenir vigilants et en sécurité. Sa descente est assurée par Cédric, resté sur le toit. Plus voilà, comme ça. Thomas, lui, est positionné en contrebas pour le guider. Vas-y, mets ta main. Pose ta main là, parce que tu vois pas. Voilà, remonte là ta main. Remonte là, voilà, non, ouais, là-dessus ou même le rebord métallique. Je sais pas si c'est assez solide, teste-le quand même. C'est light, hein. Un peu plus loin, Stéphane trouve le bon point d'ancrage. Fais une pédale avec ça, là, tu mets ton pied dedans et ça va te hisser vers là. La pédale sert d'appui pour se rehausser au niveau du nid. Vas-y, Seb. Vas-y, du bout, halte. C'est bon. Il lui suffit ensuite de remonter la nacelle. Ah, t'es bien, Steph, là, c'est bon, hein, remets-le. Hein. Et de sortir l'oisillon pour le remettre avec sa famille. Impec. Lâche-le, hein, c'est bon, il est bien là. Voilà. Stéphane pense que le plus dur est passé. Mais l'intervention se complique. Il est coincé à 40 mètres de hauteur. Il est bloqué. Il n'arrive pas à décrocher son mousqueton. Ouais, mais t'as pas beaucoup de mou, hein. Il faut que tu donnes du mou, Steph, sinon tu n'y arriveras pas. Pour donner du mou, Stéphane, à la force de ses bras, tente de se hisser au-dessus du mousqueton pour le retirer. Toujours tendu sur la corde. Voilà, Steph, t'es impeccable là. Voilà. En suivant les conseils de Thomas, Stéphane parvient à se libérer. Ouais, c'est bon, t'es pris. Ok, laisse-toi aller, Steph. Allez. Ok, descends. Pour Stéphane, c'est le meilleur moment, celui de la descente. Dans un stade de foot, c'est une première. Alors, il immortalise le moment en prenant un selfie. Il fait des petits selfies. Eh oui. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est pas tous les jours, hein. On fait pas ces missions tous les jours, donc du coup, il faut garder un peu quelques souvenirs. Ma foi, bien sympathique. Il s'en est bien tiré. C'était marrant de venir là et de voir le stade autrement qu'en bas dans les tribunes. Cédric est supporter de l'OGC Nice. Aujourd'hui, avec ses frères d'armes, il a écrit une nouvelle page du club. Ce faucon vient d'être baptisé par Benoît, le chef de la sécurité. Un nom en référence à l'aigle, emblème de l'OGC Nice. En niçois, méfie, ça veut dire méfie-toi. Nous, on essaie d'appeler un petit diminutif avec le nom Méfiou, à ce petit faucon qu'on espère qu'il trouvera sa place ici dans son enceinte. Vu qu'il a une fin heureuse, ouais, absolument. Et pourvu aussi qu'il porte chance cette saison à l'équipe de foot de Nice. Dans les piscines des belles villas de la Côte d'Azur ou dans la mer, avec la canicule, les nageurs en herbe ou ceux qui barbotent au bord de l'eau cherchent tous à se rafraîchir. Mais qui dit baignade dit risque de noyade. Cet été, il y en a eu quasiment une par jour sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, encore, c'est le cas. Départ VSAV 426. 426 au départ. Ludovic et Nicolas vont devoir porter secours à un homme d'une 60aine d'années. Sa vie est en danger.
Problème, le lieu où se trouve la victime n'est pas précisé. Avec 86, bon, je sais pas exactement la cage du gros, c'est un peu plus loin, c'est au niveau de l'épi numéro 16 épi numéro 16. Alors si on va se diriger vers le snack à l'entrée du port du Cros. On va essayer de trouver exactement parce que l'adresse n'est pas précise. On voit à peu près où c'est, on va voir. Et pour compliquer le tout, c'est l'heure des embouteillages. Pas la bonne heure, comme on dit, c'est aux alentours de 5 et 6 heures. Et là, il commence à y avoir de la circulation. Donc c'est bien quand on a une adresse précise. À défaut, les pompiers vont devoir se débrouiller. Je pense que c'est là. Ce n'est pas là, mais un peu plus loin. On va tenter un peu après. On va rentrer par la barrière du port. Hein. Voilà. Leur intuition était la bonne. Un policier municipal les attend pour les guider vers la victime. Bonjour. Vous allez là sur le parking et il sera un peu plus loin. L'homme a été sorti de l'eau in extremis. Bonjour. Alors racontez-moi. J'ai vu un malaise, hein. J'ai tellement Ouais. vu, monsieur, visiblement il aurait fait un malaise et il aurait bu la tasse sous la mer. Il vous parle ou pas? Il est anglais. Oui. Ah, il est américain. Hello. Oui. Il parle. How are you? Il a vomi ou pas? Il a vomi. Ouais. D'accord. Il a vomi. Les pompiers prennent les constantes du patient. Elles ne sont pas bonnes. On lui a mis de l'oxygène parce qu'apparemment il a une saturation en oxygène qui est un peu faible. Il reprend un peu des couleurs, donc on va voir. Les pompiers pensent qu'il a fait un malaise dans l'eau à cause de la chaleur. Ils questionnent sa femme. It was long time at the sun before go to water? Non. Oui, un peu. Mais c'était les vagues. Et il est tombé. Il a avalé beaucoup d'eau. Ok. Avant qu'il le relève, ce sont ces gentlemen qui l'ont aidé. Ok. Les gentlemen dont parle la femme de la victime, ce sont les sauveteurs en mer. Et quand on est arrivé, le monsieur à quatre pattes, là, il sortait de l'eau en vomissant et en crachant. Voilà, donc de suite, il y avait un gamin qui est ici qui a appelé les pompiers, bon réflexe. Nous, on a vu qu'il perdait pas connaissance, qu'il n'était pas bien, il vomissait de l'eau. C'était impressionnant, on avait l'impression qu'il avait avalé la Méditerranée. Va falloir aller à l'hôpital quand même. Hein. Go to hospital. Ah yes. Ce touriste a été sauvé de la noyade. En France, au mois de juillet, plus de 60 personnes sont mortes, une hausse de 30% en seulement 3 ans. L'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël, c'est un peu sa deuxième maison. Ingrid est l'une des 36 infirmières des urgences. Bonjour. Le retour. Salut. Le retour. Je relève qui? T'es la seule pompe. Ah bah c'est moi. Ok. Elle commence une garde de 12 heures. Je vais mettre mon pyjama. Aujourd'hui, elle est affectée à l'accueil des patients. Allez, la suite. Son objectif, trier les arrivants en fonction de la gravité de leur cas. Madame. Un balai incessant. Monsieur. À vous. Il y a des personnes âgées, Je suis l'infirmière. Je regarde, hein. Je suis curieuse, hein. des enfants, Je peux regarder ton bobo? des étrangers, nombreux en cette saison. Just. Primo. C'est pénible quand en fait il y a une barrière de langue. Du coup, je sais absolument rien. La suite. En moyenne, elle voit une centaine de patients pendant sa garde. Un rythme épuisant. Parfait. Ça nous met une boule au ventre de ne pas pouvoir aller plus vite. Le problème, c'est que on nous demande de faire vite les choses, mais bien, à un moment donné, c'est pas facile de faire les deux avec le stress, l'agressivité. L'agressivité, c'est celle des patients qui attendent des heures pour se faire soigner. La porte d'entrée est régulièrement dégradée. Le personnel hospitalier pris à partie. Il y a une violence que personnellement, il y a 18 ans, on ne l'avait pas comme ça, quoi.
Là, avec les années passant, on voit de plus en plus la violence, l'agressivité des gens. Et ça peut s'entendre que des infirmières ne souhaitent pas être face à cette violence, agressivité. Ingrid a tenu pendant 18 ans, mais dans quelques mois, elle va quitter le service des urgences. Elle ne supporte plus les conditions de travail et de trouver des patients en permanence, en transit, au milieu des couloirs. Bon appétit! Comme beaucoup de ses collègues, elle aussi est en grève. En 18 ans, je les ai vus, hein, les locaux, ils ont bougé, on a cassé des murs, on a monté des cloisons. Mais en finale, on fait des Tetris avec les brancards à longueur de temps, quoi. Et les gens, ils sont serrés comme des sardines, il n'y a pas d'intimité, quoi. Hein. Une gréviste souriante et prête à tout donner quand la vie d'un patient est en jeu. Avec Thibault, le médecin, et Didier, le conducteur, ils partent sur un accident de la circulation. Là, on part sur un monsieur qui a fait un accident de moto, a priori contre une voiture. Il n'y a qu'une victime, a priori. On ne sait pas encore quelle vitesse, s'il avait un casque ou quoi. C'est la surprise quand on arrive sur place. En revanche, aucune surprise sur l'endroit où a lieu l'accident. On va régulièrement sur ces routes-là, et puis d'autant plus la période estivale, il y a quand même pas mal d'accidents de moto. Il y a plus de monde, plus de roues, donc plus d'accidents aussi. Hein. La collision entre le scooter et la voiture a été violente. Ah oui, quand même. Le véhicule, il a bien pris. Les pompiers sont déjà sur place. Il y a un blessé grave au sol. Un petit peu la situation. Ouais. Donc, choc frontal. Ouais. Un deux roues, un scooter, à une cinétique de 50 km/h. Casqué? Casqué, ouais. Bonjour monsieur. La tête, elle a tapé, monsieur? Je pense un petit peu quand même. Elle a tapé un petit peu. Vous n'avez pas perdu connaissance, vous vous rappelez de tout? Je suis un peu sur la peau, sur un bout du terrain. D'accord. Le blessé se plaint de douleurs un peu partout sur le corps. Combien la douleur là? 8, d'accord, ok. L'homme souffre énormément. Il présente 2 importantes fractures. Bon, monsieur, a priori, vous avez une fracture au niveau du poignet et au niveau du fémur, d'accord? On va vous mettre des médicaments qui vont vous shooter un petit peu pour réaxer tout ça. Hein. Je vais vous passer un médicament dans la veine quand le médecin me donnera le signal. Ça va vous shooter un tout petit peu, ça va nous permettre à nous de pouvoir vous conditionner en toute sécurité et que vous ne souffriez pas, d'accord? Voilà, vous avez juste à vous laisser faire, d'accord? Il faut penser à quelque chose de bien, de bon, d'accord? Voilà. Ingrid est une infirmière hors pair, toujours douce et à l'écoute du patient. Monsieur, réfléchissez à quelque chose de bon pour vous, s'il vous plaît. Le médicament, il est passé, ça va aller. Essayez de vous enfermer dans une bulle. Voilà, vous vous enfermez dans une bulle. L'homme endormi, Thibault, le médecin, s'occupe du fémur cassé. Il le place dans une attelle spéciale, appelée Dunway. Seul un médecin peut la placer. L'homme est maintenant prêt à être transporté en urgence à l'hôpital. Il a violemment percuté une voiture. Ces fractures ne sont peut-être pas ses seules blessures. Ouais, ça peut entraîner des lésions graves hein, s'il a déjà un os assez solide, le fémur. Il a déjà l'os qui était complètement cassé. Donc on peut imaginer qu'il y a d'autres lésions plus graves internes. Ça va, monsieur? Impeccable. C'est une petite échographie pour bien regarder le ventre. On vérifie qu'il n'y ait pas d'épanchement quoi, sur les... En général, quand il y a du sang, il vient se mettre ici, là, entre le rein et le foie. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, c'est rassurant. Tu es au courant qu'il y a un hélico qui vient? Non. Ah, il n'est pas au courant, le médecin. Il y a Dragon 06 qui arrive. C'est sympa. C'est direction Pasteur. Eh bien, parfait. À cette heure, les routes sont souvent embouteillées par les vacanciers rentrant de la plage. Grâce à l'hélicoptère, l'ambulance n'a que quelques centaines de mètres à parcourir. Ça va? Constante, normal. Ça va? Oui. Vous vous rappelez de votre accident? Je sortais de l'allée où il y avait beaucoup de pain. Hein. D'accord. J'ai vu cette voiture blanche là, je dis il va s'arrêter. Je dis il va quand même pas passer. Et il me semble que j'ai commencé à appuyer sur les freins. Et à ce moment-là, la voiture, je l'ai vue, j'ai tapé
sur le capot peut-être. Jusqu'au dernier moment, Ingrid va rester aux côtés du patient. Elle sait que souvent ils ont besoin de soutien et de réconfort. Bon, je vous dis au revoir. Bon courage, monsieur. Merci à tous. Bon courage. Vous étiez formidable. Hein? Au Allez, revoir. monsieur. Vous avez votre téléphone, vos lunettes, c'est entre vos jambes. D'accord? Merci. Venir au secours des blessés, les aider, les soutenir dans des situations difficiles et avec des conditions de travail de plus en plus dures, si les urgentistes tiennent aujourd'hui, c'est grâce à une cohésion sans faille. Bien loin du soleil de la Côte d'Azur, la Lozère, plus bucolique et plus pluvieuse aussi. On retrouve les médecins, les infirmières et les aides-soignants de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Bon, on est là pour gagner, hein. On n'est pas là pour figurer dans le milieu du classement. Hein. Allez, on est chaud, les gars. Lâchez rien. Ils sont venus disputer un raid où s'affrontent 40 SAMU de France. Au programme, 50 km à vélo. Course de sacs de patates. Là, c'est l'épreuve la plus compliquée. C'est maintenant. Épreuve où les médecins se transforment en brancardiers pour le plus grand plaisir des infirmières, comme Sarah. Parcours du combattant. Et pour survivre à ce raid, mieux vaut aimer se traîner dans la boue. J'en ai plein le cul. Ingrid ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ce raid, c'est son idée. C'est moi, mais je suis contente parce qu'ils m'en veulent pas trop pour le moment. Et donc ça va. Ça va? On est au bout de notre vie. On continue, on lâche pas. C'était énorme. On a pété une chaîne, on a fait 5 km de rab. Franchement. Mais on est à 20 secondes du record du parcours du combattant. Et ça, c'est pas peu fier. Hein. T'as bien fait de venir, quoi. Franchement, grave. Ah, c'est le kiff. On est une famille. Tout ce qu'on peut vivre de compliqué dans le boulot, on vit des choses exceptionnelles en dehors du boulot aussi. Donc on est vraiment une famille. L'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël a fini 7e de la compétition. Et pour Fréjus! Qu'on soit urgentiste, pompier ou gendarme, l'été, il faut avoir le cœur bien accroché. À Bormes-les-Mimosas, malgré le chant joyeux des cigales, ce n'est pas une journée comme les autres. Le major se prépare pour une cérémonie particulière. Il suffit de regarder la couleur de sa cravate. Mettre la tenue de cérémonie, ça représente quelque chose. En règle générale, on la revêt pour des événements de commémoration, ou de joie, de fête. L'été dans le sud, normalement, c'est la période des mariages, de la joie, du bonheur. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Elle a eu la crèche, la petite. La petite, dont le major parle, a été gardée par sa femme. Elle a 24 ans maintenant. Il y a 6 jours, son frère, âgé de 19 ans, est mort. Merci pour tout ce que vous faites. Je sais. Merci. Ouais, c'est bon, on va passer là. Ouais, c'est ça. Adieu. Oui, c'est bon. Je suis là. Oui, je vais juste caler quelque chose. Le gendarme connaît aussi ses parents. Merci. Ça y est. Merci. Ça va aller. Ça va aller. Il est pas loin. Il est avec nous. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Si le major a tenu à être présent pour les obsèques, c'est bien sûr pour rendre hommage à l'enfant du village. Mais aussi parce que le jour du drame, c'était un des premiers sur les lieux. Ébranlé par la tragédie, le major Michel veut comprendre pourquoi et comment un jeune homme de 19 ans a perdu la vie un été sur une route de Provence. Après le chagrin, les militaires endeuillés vont devoir donc faire toutes les investigations pour approcher la vérité.
C'était dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier. Le major Michel est appelé en urgence. Il est minuit passé. Il filme avec son téléphone portable. À son arrivée, il y a 2 scooters au sol, complètement explosés. Et un peu plus loin, une voiture avec l'aile avant défoncée. Bilan, un conducteur de scooter légèrement blessé. L'autre est mort. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. C'est au major Michel de faire toute la lumière sur cette triste affaire. Première investigation pour le directeur d'enquête, récupérer des images de l'accident. Logiquement, il se rend donc à la police municipale de Bormes-les-Mimosas. C'est ici que se trouve le centre de télésurveillance. 60 caméras filment en continu les lieux stratégiques de la ville. Je voudrais l'axe après les queues de baleine. Et après, on prendra l'autre de la calanque pour voir arriver le scooter. Quelle heure il est là? Minuit 2 et 25 secondes. Fais dérouler après. Là, on est où là? Là, on est au rond-point de la Calanque pour se diriger justement sur le lieu de l'accident. Sur le scooter, la victime, un jeune homme de 19 ans. Il est sur la route pour rentrer chez lui après sa journée de travail. Ce sont les dernières images de lui vivant. Je vois quelqu'un qui circule à allure normale, qui est casqué, qui est habillé normalement pour quelqu'un qui utilise un scooter de ce type. Donc voilà, je vois pas de problème particulier sur la conduite de ce scooter. La voiture? Sur la zone où s'est passé l'accident, j'ai pas de caméra de télésurveillance. Donc je pourrais pas avoir un support vidéo pour déterminer avec exactitude les circonstances de l'accident. Pas d'infraction apparente. Le major Michel ignore toujours l'origine de la collision mortelle. Tiens mon Dave, tchou, bon courage, ciao. Mais tout va s'accélérer à son retour à la brigade. Pendant que le major reçoit et réconforte la famille effondrée du défunt. Allez, vous mettez assis à la chaise face au bureau. David, son collègue, auditionne le conducteur du véhicule. Les enquêteurs attendent beaucoup de cet interrogatoire, car le jeune homme va peut-être dévoiler certains détails inconnus. Donc monsieur, nous sommes le 21 juillet depuis les 13h30. Je vais procéder à votre audition, donc en présence de maître... Totalement traumatisé, le jeune conducteur tremblant a du mal à trouver ses mots. Maintenant, expliquez-nous comment cet accident est survenu. Juste après le rond-point, du coup, j'accélère pour mettre la limitation, enfin la vitesse de 50 km/h. D'accord. Il y a un véhicule devant moi qui roule un peu moins vite que moi, mais je pourrais pas vous dire exactement sa vitesse. Du coup, j'ai mis mon clignotant et je me suis déculé. Le jeune homme chuchote. David l'aide dans sa confession. Pour vous doubler, donc, parce que vous pensez quoi? Que la rue était... C'était une double voie, mais à sens unique. Le conducteur reconnaît son erreur. Il a doublé alors que c'était interdit. Mais il ignore la raison de cet écart de conduite. Pourquoi alors doublez-vous le véhicule blanc? C'est la question que je me pose. Si je me mets à votre place, vous vous déportez. Au moment où vous arrivez vers le véhicule pour le dépasser, vous constatez qu'il y a une courbe où vous ne voyez pas la fin de celle-ci. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? J'ai eu le temps de rien faire, puisqu'il y a le scooter qui est arrivé juste en face. Après la collision, alors que les secours arrivent, le conducteur en état de choc apprend la fin tragique de celui qu'il vient de percuter. Dans ses aveux, il n'a qu'un seul mot à la bouche. Désolé d'être mis sur la voie de gauche, désolé pour la famille. Selon vous, est-ce que la famille a envie de vous voir? Parce que j'ai déjà vécu ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire? J'ai ma cousine qui est décédée dans un accident véhicule. Donc il est 14h30, on met fin à l'audition.
Histoire banale et atroce d'un fléau qui tue plus de 3000 personnes par an. Un jeune touriste qui partait en vacances dans le sud de la France, devenu un meurtrier à l'âge de 24 ans. Un meurtrier meurtri qui aimerait connaître le prénom de sa victime. On sait que ça va vous aider de connaître son prénom. C'était un accident. Des larmes et des sanglots qui bouleversent David. C'est bon, allez, vous allez en cellule. Un gendarme confronté encore une fois aux ravages de la délinquance routière au quotidien. Ces dossiers-là, c'est pas évident à gérer. Et c'est dur pour tout le monde parce que c'est le drame. Quand nous apprenons en plus que le défunt s'est arrêté 15 secondes dans un rond-point juste avant l'accident pour dire bonjour à une connaissance, ces 15 secondes-là, s'il ne s'était pas arrêté, il évitait l'accident, c'est affreux. On peut tous être confrontés à ça, on a tous des enfants, ils ont tous à un moment ou un autre une moto, un scooter, c'est le destin, c'est dur. C'est dur, moi je vous dis, c'est très dur. Malgré l'émotion, le gendarme sait que le jeune homme encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Sans oublier l'essentiel, peut-être que le conducteur n'a pas dit toute la vérité. Pour le vérifier, la justice exige que l'on procède à un acte d'enquête essentiel, dirigé par le major en personne. Sans oublier David, le militaire qui a entendu la version du chauffard. Le procureur nous a demandé de faire une reconstitution de l'accident pour voir un peu le déplacement, comment il s'est comporté. Donc là, on va simuler l'accident, c'est-à-dire la voiture qui a été déplacée va rouler à 40 km/h et la voiture de la personne responsable de l'accident va rouler à 50 à l'heure et venir sur le scooter, comme dans les mêmes conditions que l'accident s'est déroulé. Refaire à l'identique le scénario de l'accident et donc repositionner tous les acteurs à l'endroit où ils se trouvaient avant la collision. Non mais le mec il tape l'avant droit, donc il circule à peu près ici le mec. D'accord. Voilà. Bon moi je vais me mettre là, je vais rouler, et toi tu vas rouler en sens inverse, et on va se croiser. Et tu me diras si tu vois au dernier moment ou pas. On va essayer. Dans ce scénario qui veut coller au plus près la vérité, c'est David sur un scooter qui jouera la victime. Et le major Michel qui endossera le costume de l'automobiliste, le responsable du drame. Moi je te vois au dernier moment. Toi tu me vois au dernier moment? Je te vois au dernier moment. Les traces elles sont où là? On a passé les traces là ou pas? Mais le major n'est pas convaincu, car l'impact n'a pas eu lieu comme le soir de l'accident. David, attends. Si le point de choc il est là, le corps il peut pas être là. Le corps il va comme ça. Je percute, je sors, je tombe. D'accord? Donc le point de choc il est avant le corps. On est d'accord? Donc il est là. Il est là. Donc moi je suis parti trop tôt. Eh oui, c'est là, il faut arriver là. On a 50 mètres d'avance là. D'accord? Donc toi il faut que tu arrives en fait, que quand on va faire la simulation, tu t'arrêtes là. On refait. Nouvelle tentative de la part des enquêteurs. Mais une fois de plus, la conclusion reste la même. Si tu roules à droite, plutôt je te vois pas. Tu me vois pas? Non. Ouais, là je suis bien sur la ligne. Ouais. Ah mais c'est ça de toute façon. C'est ça. On y est là. Le conducteur, il ne pouvait pas voir arriver le scooter en sens inverse. Et effectivement, il a dû essayer au dernier moment de l'éviter en heurtant le trottoir. Et il n'a pas pu. Et puis le choc était inévitable. Donc c'est vrai, on est vraiment sur un accident
j'allais dire entre guillemets stupide, mais qui a coûté la vie d'un petit jeune homme, quoi. Si j'en crois à la reconstitution, pour moi, il disait vrai. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, il disait vrai. Voilà. Une simple erreur de conduite qui n'aura duré que quelques secondes. Sans alcool, ni drogue, ni excès de vitesse. Une tragédie au cœur des vacances.